Si on coupe et on est pas fini. Ou sinon, Martine, à la limite, ça c'est très bien. Hein. Ces deux-là, et donc ces deux-là, on les met. Ah non, c'est mettez l'autre de chacun. Tu veux la mettre reposer sur le capot. Ouais, c'est ça. Je vis super mal en plus. Bah bien sûr que non. Allez, j'ai peur. C'est pas toi, je crois. Ok. Putain, j'ai laissé là. Sa vérité. Tiens, t'en veux un quand même? Oui, mais en plus, je regardais si j'ai de l'argent, mais je crois que j'ai tout donné la dernière fois au mec du bar. T'as tout donné, prenez tout, tapis. Mais non, mais c'était un groupe de rock, ils étaient trop bien. Ah bah oui. Ouais, on n'a pas le style du groupe de rock. Le chamboule toi déjà. D'accord. Merci. De même. En matière d'égalité femmes-hommes, nous ce qu'on demande c'est tout simple, des inspecteurs et des inspectrices du travail et des sanctions pour les entreprises qui ne la respectent pas. Ça signifie une révision de l'index égalité salariale en profondeur, puisque cet index, ça fait avant même qu'il soit mis en place, la CGT, les organisations syndicales disaient que ça serait une vaste fumisterie parce qu'il y avait des biais discriminants. Donc ça fait maintenant plus de 6 ans que nous demandons à ce qu'il soit révisé. Et c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a rendu un rapport très important hier, qui reprend toutes les critiques de la CGT et un certain nombre de propositions très précises pour le modifier. Il faut que le gouvernement agisse d'urgence pour le réviser de façon à ce qu'enfin il y ait une transparence sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes et des sanctions pour les entreprises qui discriminent. Il faut sanctionner les entreprises qui ne préviennent pas les violences sexistes et sexuelles. Je rappelle que c'est plus de 80% des entreprises qui n'ont pas de plan de prévention des violences sexistes et sexuelles. Et puis il faut aussi mettre fin aux temps partiels subis qui sont la norme dans de très nombreux secteurs. J'étais ce matin avec les salariés de la propreté qui étaient rassemblés devant l'Assemblée nationale, qui est un secteur à 75% féminisé dans lequel le temps partiel est la norme et dans lequel les métiers sont complètement dévalorisés. La Première ministre nous avait promis une négociation sur la question des temps partiels. Elle l'avait annoncé même à la conférence sociale. Il y avait très peu d'engagement quand même et très peu d'annonces. Et ben, les quelques annonces qui ont été faites, elles sont aussitôt enterrées. Donc nous voulons une négociation sur les temps partiels. C'est pas possible que les heures supplémentaires, enfin les heures complémentaires des salariés à temps partiel ne soient pas rémunérées comme les heures supplémentaires des salariés à temps plein. C'est pas possible que la loi interdise soi-disant des temps partiels de moins de 24 heures et qu'elle soit absolument pas respectée. Et donc, oui. Sur la négo temps partiel subi, il n'y a aucun indice, enfin aucun signal d'envoyé par le gouvernement pour justement lancer le processus. Non, moi quand j'ai rencontré le Premier ministre juste avant son discours de politique générale et la ministre du Travail, je leur ai posé la question. Ils ont pris note, mais je n'ai aucune réponse. C'était dit le 15 octobre et on est rendu le 8 mars. Exactement, à peine annoncé, sitôt oublié. Les salariés à temps partiel, les femmes à temps partiel, puisque ce sont 30% des femmes qui travaillent à temps partiel, 80% des salariés à temps partiel sont des femmes, sont complètement invisibilisés du débat public. On fait comme si tous les salariés étaient au SMIC. Et elles sont invisibilisées de l'index aussi, puisque l'index ne prend pas en compte les temps partiels. Exactement, et donc cet index égalité salariale, s'il invisibilise les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est qu'il occulte un certain nombre d'éléments structurels d'inégalité, notamment le fait que les femmes et les hommes n'ont pas le même temps de travail et que les femmes sont enfermées sur des métiers à temps partiel. Donc il faut agir contre ces métiers à temps partiel. Ce qu'a pu dire Aurore Berger ce matin dans la tribune, je crois, sur la révision de l'index, est-ce que c'est de nature
je sais pas. Eh bien écoutez, il était temps, et ça fait partie quand même des engagements de la conférence sociale, la révision de l'index. Il y a des réunions de travail qui devaient avoir lieu en janvier qui ont été annulées. Nous n'avons pas de nouvelles dates. Donc là, il est temps que le gouvernement prenne le taureau par les cornes et tienne ses engagements, sachant tout simplement que c'est une obligation puisque les organisations syndicales ont gagné une directive sur la transparence salariale à Bruxelles. Le gouvernement n'est pas du tout pressé de la transposer, il voulait attendre le dernier moment, à savoir 2026. Nous avons forcé à ce que le calendrier soit un petit peu accéléré. En matière d'égalité femmes-hommes, on ne va pas attendre 2186, puisque si on ne fait rien, c'est 2186. Peut-être, alors c'est pas la date de la prochaine guerre des étoiles, 2186, c'est la date de l'égalité salariale si on ne fait rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les syndicats appellent à la grève et aux manifestations. Donc il y a des manifestations dans plus de 160 endroits en France. Il y a des grèves dans un certain nombre de professions. J'étais ce matin avec les salariés de Leroy Merlin qui débrayaient sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur la question de licenciement de métiers féminisés. J'étais ensuite avec les salariés de la propreté qui étaient en grève pour la revalorisation de leur métier, pour un 13e mois, pour la fin des temps partiels subis. Il faut que le patronat et le gouvernement agissent enfin en matière d'égalité femmes-hommes. Les consciences ont beaucoup bougé. Par contre, le pouvoir reste masculin et le pouvoir refuse de signer les chèques qu'il faut faire pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, l'égalité entre les femmes et les hommes, ça coûte. Je le dis d'ailleurs. Petit message pour le ministre du Budget. Bruno Le Maire qui visiblement n'a pas compris qu'il n'était ni Premier ministre ni ministre du Travail. L'égalité femmes-hommes, ça coûte, ça exige. Il a mis en place un index d'ailleurs au ministère, il est très content parce que sa note a pris 12 points. Il n'y a que Bruno Le Maire qui est content de l'index égalité homme-femme. C'est ça, de son ministère. Donc écoutez, d'abord, je ne suis pas sûre que son index soit transparent, puisque le problème de l'index, c'est que c'est une auto-notation. Donc effectivement, si c'est auto-noté et qu'il s'est rajouté 12 points, on peut le féliciter, comme la majorité des entreprises aujourd'hui. Et puis, ce que nous disons à Bruno Le Maire, c'est que oui, l'égalité femmes-hommes, ça coûte, ça exige un investissement public. Par exemple, en matière de violences sexistes et sexuelles, on exige au moins 1 milliard pour éradiquer les violences conjugales, les violences au travail. Et puis, revaloriser les métiers féminisés, ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires dans la fonction publique, dans lesquelles les femmes sont majoritaires. Ça veut dire aussi qu'il faut que l'État sanctionne les entreprises qui ne font pas l'égalité salariale. Et ça, pour le coup, quand on est ministre du budget, ça devrait intéresser. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses parce que c'est des sanctions ou sinon des augmentations de salaire et donc des augmentations de cotisations sociales. C'est la CNAF qui a fait une étude il y a plusieurs années qui prouve que si on mettait fin aux écarts de salaire, si on réalisait l'égalité salariale, il n'y aurait plus de déficit de nos comptes sociaux, à la fois l'assurance chômage et les caisses de retraite seraient à l'équilibre et donc il n'y a aucune justification, légitimité à faire cette violente réforme des retraites. Il suffit de faire l'égalité salariale. Pour finir, moi, ce que je veux dire, c'est que les femmes ont fait un énorme chemin depuis 100-150 ans, ce chemin pavé de luttes, de combats. La première grande lutte pour les femmes, ça a été d'accéder au travail salarié, de sortir de l'invisibilité et c'est tout le début du siècle dernier avec les grandes grèves ouvrières où ça a été un moment d'émancipation pour les femmes. Le deuxième grand moment, c'est l'accès à l'éducation, à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, notre chemin, nous l'avons fait. Nous sommes maintenant plus qualifiés que les hommes. Pour autant, les salaires ne suivent toujours pas. Donc il faut arrêter de dire que l'égalité femmes-hommes, c'est le système éducatif qui est responsable, l'école, les médias, tout ce que vous voulez. Ce sont les patrons qui dévalorisent le travail des femmes alors que les femmes sont aujourd'hui plus qualifiées que les hommes. Une question un peu plus large. Quels sont les freins, d'après vous, à ce que les femmes s'inscrivent sur les listes électorales dans les entreprises pour être élues de CSE ou s'engagent syndicalement ? Les freins, c'est concrètement que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers et donc les femmes sont concentrées dans des métiers à temps partiel et précaires. Donc évidemment, c'est plus dur quand on est salarié à temps partiel de s'engager syndicalement. Et puis l'autre frein, c'est que les femmes ont des doubles, voire des triples journées à gérer. Ça veut dire une journée de travail, la journée qu'on retrouve à la maison avec les tâches domestiques et les enfants. Et puis si on s'engage en plus, ça fait une triple journée avec une journée militante. Ça, c'est un frein très
très concret. Mais les entreprises peuvent agir, d'abord en mettant fin au temps partiel, et puis ensuite en aménageant les mandats pour que les femmes puissent les exercer comme les hommes. Avec des heures de délégation spéciales peut-être? Oui, par exemple, ce que nous demandons, c'est que pour les temps partiels, il y a des dispositions spécifiques pour que quand on est élu, quand on est à temps partiel et qu'on est représentant du personnel, eh ben, les heures de délégation, ça puisse s'ajouter au temps de travail et que ça permette d'accéder au temps plein, par exemple. C'est ce type de dispositif qu'il faudrait mettre en place. Par contre, le problème, c'est que la loi qui impose une juste représentation dans l'entreprise des femmes et des hommes, on a toujours dit qu'on était tout à fait d'accord sur le principe et c'est ce que la CGT pratique. Par contre, les dispositions de cette loi sont complètement absurdes. La preuve, on a un certain nombre d'endroits où on nous empêche d'avoir des femmes au prétexte qu'elles seraient trop nombreuses. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas au stade de dire que dans aucun endroit, il y aurait trop de femmes. S'il y a plus de femmes que la moyenne dans l'entreprise, eh ben, très bien, félicitons-nous au lieu de faire annuler les listes devant les tribunaux. Merci beaucoup. De rien. Merci madame. De rien. Alors je vais reprendre peut-être alors voilà. Parce que Vous êtes de quel journal? La Presse, une agence de presse de télévision. Nous on fournit tous les médias envoyés spécial, complètement d'enquête. On est fournisseurs. Vous voyez là, j'ai priorité à la télévision. Je te fais la bise tout à l'heure. Ça mon chéri. Je vous laisse. Hein. Nous c'est proximité. Ah d'accord. Nos femmes en sont ravies. Madame Binet, une journée très importante. Peut-on parler pour commencer par l'inscription dans la Constitution de l'IVG? La cérémonie a eu lieu tout à l'heure en présence du président de la République et du garde des Sceaux. Une réaction tout simplement? C'est une grande victoire du mouvement syndical et du mouvement féministe, c'est très important. Par contre, moi j'ai deux alertes pour le président de la République. La première, c'est que maintenant que l'IVG est rentré dans la Constitution, il faut en garantir l'effectivité en France. Depuis 10 ans, c'est quasiment 130 centres IVG qui ont été fermés et il y a de nombreux centres IVG qui sont menacés aujourd'hui, dont notamment la maternité des Bluets qui a été créée par la CGT après 1936, qui est une maternité d'excellence et un centre d'IVG d'excellence, mais qui tire le diable par la queue et qui n'a pas les moyens de fonctionner comme de très nombreuses maternités et centres IVG. Et puis ma deuxième interpellation vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est que l'égalité femmes-hommes, ça ne peut pas être l'inscription de l'IVG dans la Constitution pour solde de tout compte. Aujourd'hui, il y a une inégalité majeure entre les femmes et les hommes au travail. Les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Et c'est pas vrai que les pouvoirs publics sont impuissants sur cette question-là. Ils ont les leviers entre les mains. D'abord, ils en sont responsables puisque les pouvoirs publics sont employeurs et donc dans leur secteur, ils ne sont pas exemplaires. Les femmes sont majoritaires dans la fonction publique, dans des métiers dévalorisés et sous-payés. Et puis ensuite, le législateur doit imposer des sanctions dans la loi. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions pour les entreprises qui discriminent, les écarts de salaire continueront à être énormes. Est-ce que le gouvernement va dans le bon sens? Alors vous avez dit il y a quelques instants, il ne faut pas que cette inscription dans la loi soit une sorte d'aboutissement pour la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce que malgré tout, vous voyez les choses progresser? Vous avez parlé il y a quelques instants de la fermeture de nombreuses centres IVG. Est-ce que là aussi, c'est pas tout simplement le résultat d'une politique qui va contre la santé publique? Est-ce que tout cela n'est pas un odieux mélange de la politique qui se fait chez nous depuis quelques années? Ce que je veux dire au gouvernement et notamment à Monsieur Le Maire qui visiblement n'a pas bien compris qu'il n'était que ministre du budget et pas Premier ministre ou ministre du Travail, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, ça coûte cher si on veut la faire. Ça coûte cher mais ça rapporte beaucoup. Ça coûte cher parce que ça veut dire qu'il faut investir, notamment contre les violences sexistes et sexuelles. On réclame plusieurs milliards pour mettre fin aux violences pour de vrai. Ça veut dire investir dans les services publics pour garantir par exemple l'accès des femmes à l'IVG ou permettre la socialisation des tâches domestiques, parce que pourquoi est-ce que les femmes ont encore des difficultés, l'impossibilité même parfois à avoir une carrière tout en ayant des enfants? Parce que c'est quasiment 40% des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas de prise en charge de leurs enfants. Et donc il faut ouvrir des places en crèche et ça coûte de l'argent. Donc les politiques d'austérité sont dangereuses pour les droits des femmes. Et la deuxième chose que je veux dire au gouvernement, c'est que faire l'égalité femmes-hommes, ça coûte, mais ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup d'abord parce que c'est l'égalité et c'est nos droits et qu'on le vaut bien. Et puis ça rapporte beaucoup
beaucoup parce que augmenter les salaires des femmes, c'est augmenter les cotisations sociales et c'est remplir les caisses de sécurité sociale. Le jour où on mettra enfin en place l'égalité salariale, il n'y aura plus de déficit dans nos comptes sociaux. Il n'y aurait pas eu besoin de faire cette réforme des retraites injuste et violente si on avait fait l'égalité salariale. Il y aurait beaucoup plus d'argent pour indemniser les chômeurs et les privés d'emploi si on faisait l'égalité salariale. Qu'attend le gouvernement pour sanctionner les entreprises qui discriminent? Une toute dernière question, si vous m'y autorisez, sur l'IVG. Est-il plus difficile aujourd'hui pour une femme d'obtenir une interruption volontaire de grossesse qu'il y a quelques années? Ça c'est difficile à dire. On a des chiffres quand même qui commencent à le dire que dans certains territoires ça commence à être compliqué. Hein. Oui, effectivement, on a gagné une grande avancée l'année dernière avec l'élargissement du délai qui est passé de 12 à 14 semaines. Ça, c'était très important. Par contre, nous sommes très inquiètes parce que 130 centres IVG fermés en 10 ans, très concrètement, ça a des conséquences. Et ça veut dire qu'il y a des déserts médicaux et des déserts pour les droits des femmes, avec plein d'endroits dans lesquels les femmes n'ont pas effectivement accès à l'IVG, des délais d'attente qui se prolongent, des femmes qui sont prises en charge, par exemple, au dernier moment et de mauvaise manière. Donc oui, aujourd'hui, il faut investir dans notre système de santé publique pour garantir l'effectivité du droit à l'IVG. Sinon, ça sera un beau slogan qui restera dans notre Constitution, mais pas dans les faits et dans la vie réelle des femmes. Donc bonjour, je suis Sophie Agneré, porte-parole du collectif, le premier collectif de France de femmes, des époux et salariés licenciés. Quelle est votre action, quel est votre combat aujourd'hui, mesdames? Alors aujourd'hui, notre combat, c'est d'être enfin entendu par l'État, parce que depuis plus de 3 mois et demi, on fait appel à l'État, on fait appel au gouvernement pour qu'il nous vienne en aide. Il y a 1 mois et demi, avant les fêtes de Noël, on a appris que l'usine fermait à profit, avec 5 400 000 € de bénéfices, sans validation au commissaire aux comptes. Cette usine ferme, c'est un groupe, une multinationale. On a subi des violences terribles depuis 3 mois et demi. On a alerté l'État, on n'a toujours pas de réponse. Alors ça se trouve, rappelez-moi le nom du site qui ferme et à quel endroit se trouve-t-il? C'est Prismiandraka à Calais. Et qui est spécialisé dans quoi? Que produit cette entreprise? Alors ce groupe, c'est une multinationale qui est numéro 1 au monde, mondial, du câble à fibre optique. D'accord. Et il ferme pour quelle raison officielle? Alors officiellement, on ne sait pas réellement, puisque de toute façon, voilà, ça ne tient pas la route, on ne va pas se mentir. Maintenant, nous, on sait très bien que c'est pour privilégier un site qui se trouve en Roumanie, à Slatina. Donc aujourd'hui, vous demandez une action forte du gouvernement, mais que peut-il faire face aux décisions d'un groupe privé qui décide d'aller décentraliser sa production pour avoir moins de charges et pour être plus rentable? Quelle réponse attendez-vous? Écoutez, il y a 3 mois et demi, on a envoyé une lettre au président de la République qui a été relayée sur les réseaux sociaux. La réponse était vaine, de toute façon on ne va pas se mentir. Là aujourd'hui, on veut de la considération, on veut être entendu, on ne veut pas d'ignorance, on veut être considéré en tant que femme aussi, de salariés licenciés, et on a le droit aujourd'hui. Donc déjà dans un premier temps, on voudrait que mon téléphone sonne aujourd'hui. Dans un deuxième temps, une action, peut-être des négociations avec un interlocuteur de l'État qui viendrait s'insérer dans cette procédure de délocalisation. C'est ce que vous souhaitez? Exactement. Il y a quelques jours, on leur a envoyé un mail. Tout le monde est au courant. Maintenant, on a d'autres espoirs concernant le PSE. C'est à eux de jouer. C'est eux qui ont les cartes en main. Une violence inouïe. Et en plus, c'est pour faire quoi? De la délocalisation? Complètement. Voilà. C'est vraiment... pour faire de la délocalisation et pour exploiter des travailleurs moins bien rémunérés. On en est à faire de la délocalisation déguisée, maquillée. On va pas se mentir, faut être honnête, faut être transparent. Il y a un moment, faut parler, faut dire les choses. Donc là, c'est de la délocalisation déguisée en Roumanie, à Slatina. Il y a un moment, il faut rassurer les actionnaires sur un prévisionnel qui date de 2027-2029, avec 5 400 000 € de bénéfices pour le site de Calais, rien que pour 2023, sans validation du commissaire aux comptes. Moi, je dis bravo. Bravo. Voilà. Voilà, on voit toutes les stratégies de plan de licenciement qui servent juste à préserver des profits encore plus maximum, dans une maximisation de profits. Et on broie les travailleurs, les travailleuses, on brise les familles derrière. Qui ont mis on a calculé l'année dernière le bénéfice. Aussi vous êtes toutes venues. Eh bien, toute la présence. Merci.
Elles ne sont pas toutes là aujourd'hui. Non, mais voilà. Courage à vous d'être là, quoi. Ouais. Voilà. Donc le bénéfice par salarié l'année dernière, c'est 65 000 €. Donc c'est pas une boîte qui va mal. Non. Par salarié, 65 000 €. Donc on imagine l'augmentation de salaire qu'ils auraient pu faire au lieu de délocaliser et supprimer les emplois ici, quoi. La toute autre logique, si on avait d'autres lois qui servaient vraiment l'intérêt général. Parce que nous, on n'arrête pas de se battre hein, et de dire il est possible dans la loi d'interdire les licenciements pour toutes les entreprises qui font du profit, d'empêcher toute délocalisation. Sinon, tout le discours sur la réindustrialisation est totalement une hypocrisie crasse, quoi. On est d'accord. On est d'accord. C'est des gars qui ont donné 30 ans, 35 ans de leur vie, qui ont fait des sacrifices énormes pour cette boîte. Du jour au lendemain, on les jette comme des malpropres. Et les femmes aussi. On ne tient pas compte de l'aspect social, de l'aspect économique à côté. On nous propose des pâquerettes, hein, des miettes, des cacahuètes en supra, et on ose nous dire qu'on devrait s'estimer heureux parce qu'en France, la supralégale, elle n'est pas obligatoire. Là, ce qu'on m'a répondu. Alors, où est l'État? Où est l'État aujourd'hui? Nous, on l'attend, l'État, aujourd'hui. Je veux que mon téléphone sonne. On a le droit en tant que femme. C'est la journée internationale des droits de la femme. On veut de la considération en tant que femme. Vous n'êtes pas salarié de la boîte? Non. Mais vous êtes monté en collectif des femmes pour soutenir justement la préservation de l'emploi. Voilà, qui sont essentielles à vos familles, essentielles en plus au territoire. Nos époux. On les soutient. Il y a combien de salariés dans votre entreprise? 80 salariés qui vont se retrouver 80 qui se retrouvent avec une moyenne d'âge de 53 ans. Ils ont fait ça toute leur vie. Le mien, il a 57 ans. Une injustice incroyable. Voilà. Solidarité, lutte, et bravo d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Et ça veut dire que voilà, avec François, comme on va continuer aussi à relayer. Ouais. Ça marche. Allez-y. Allez-y, bravo à vous. En tout cas, bravo les filles. Merci. Ah non, pardon, avec collectif Tenon, c'était pas écrit, Collectif Tenon. Ah oui, D'accord. Donc bonjour à toutes et tous. En fait, nous voilà réunis. Donc j'interviens au nom du collectif de la défense du centre IVG de Tenon, que nous avons tenu de haute lutte. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est aussi un jour de fête parce que vous savez que lundi, bien sûr, il y a eu inscription dans la constitution de l'IVG et c'est la transmission et la lutte de génération en génération qui nous a permis d'en arriver là. Vraiment, bravo aux anciennes et aux nouvelles qui continuent les luttes. Ouais. C'est pas fini parce qu'on a aussi dans le monde, il ne faut pas oublier que toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin. Et là aussi, on doit lutter pour toutes, partout. Et en Europe, nous, on aimerait aussi que les droits changent. On aimerait qu'il y ait l'inscription dans la charte européenne des droits fondamentaux, l'avortement. Ensuite, pour les Français, c'est pas du tout gagné, non plus. Parce que les conditions d'accès sont encore difficiles.
Aujourd'hui, la cérémonie avec le président de la République et le garde des Sceaux pour inscrire définitivement dans la Constitution l'IVG, quelle est votre réaction? Bah écoutez, c'est très bien que le droit à l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Cependant, nous allons rester vigilantes parce que, tel que c'est inscrit, la loi détermine les conditions dans lesquelles une femme peut avoir la liberté garantie d'accéder à l'IVG. La loi qui détermine les conditions, ça veut dire qu'on peut avoir une autre loi qui détermine d'autres conditions à la baisse, par exemple ne plus rembourser l'IVG, et donc on va rester, on se félicite évidemment, mais on va rester vraiment très vigilante par rapport à ça. Est-ce que le gouvernement est dans une position de à nouveau légiférer, comme vous me le dites, ou on est un peu dans une période qui devient un peu attentiste après cette inscription? Non, par rapport à la loi sur l'avortement, il ne va pas légiférer de nouveau. Hein. De toute façon, je tiens à dire quand même que la dernière loi qui est passée en mars 2022 était d'initiative parlementaire et pas du gouvernement. Hein. Celle qui a rallongé les délais, qui a autorisé les sages-femmes à pratiquer des IVG instrumentales, elle était d'initiative d'Alban Gaillot. Hein. Et c'était une proposition de loi et pas un projet de loi du gouvernement. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire en France pour obtenir l'égalité homme-femme, sur plein de plans, notamment le plan salarial. Quelles sont vos principales demandes aujourd'hui, ce que vous constatez, ce qui vous gêne, ce qui vous choque le plus? Où se situe, dirais-je, le centre de votre combat? Bah écoutez, effectivement, on avance un mot d'ordre de grève féministe. Donc nous, ce qui nous importe, c'est l'égalité salariale, la revalorisation des métiers féminisés qui sont moins bien payés que ceux des hommes. Hein. On sait, l'INSEE, bien sûr, l'INSEE l'a sorti dernièrement, il y a encore 23,2% d'inégalité salariale à l'heure actuelle. On veut lutter contre la précarité, c'est-à-dire la lutte contre les temps partiels imposés. On veut que les tâches domestiques soient partagées. On appelle aujourd'hui, 8 mars, à faire la grève du travail domestique. On insiste beaucoup là-dessus. On est pour un service public de la petite enfance et de la prise en charge des personnes privées d'autonomie. Toutes ces tâches sont en général remplies par des femmes et c'est pour ça qu'on avance ce type de revendications. Est-ce que vous trouvez qu'en général le politique souscrit à vos revendications? Est-ce que vous avez une écoute? Sans doute, mais ce que vous voulez aujourd'hui c'est de l'action. Est-ce qu'on est vraiment dans une mécanique de l'action, même si les choses, on peut le reconnaître, évoluent très favorablement pour les femmes depuis quelques années? Bah écoutez, par exemple, quand le gouvernement sort son index pour mesurer les inégalités salariales, bon, on n'est pas exactement là-dedans, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'inégalités salariales et qu'il y a 88%, je crois, des entreprises qui reçoivent un satisfecit. Donc voilà quoi. Non, le gouvernement ne va pas dans ce sens. On réclame par exemple une loi globale contre les violences. C'est pas ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle. Voilà, toutes ces choses-là. On voudrait des moyens, on voudrait la réouverture des centres d'interruption volontaire de grossesse qui ont été fermés. On ne va pas du tout dans cette direction-là, puisqu'il y a trop peu de moyens pour l'hôpital à l'heure actuelle et pour la santé globalement, pour revaloriser les salaires de tous les soignants. Ça c'est plutôt une destruction de l'hôpital dans sa globalité qui est la cause de cela. De l'hôpital public. Public, oui, pardon, j'ai pas souci. Pas le privé. Hein. Donc non, même si M. Macron veut se montrer le plus féministe qui soit avec cette constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est pas vrai. Et en plus, au début, il laissait faire l'initiative parlementaire au risque de déclencher un référendum où on aurait certes gagné, mais où tous les anti-IVG n'auraient pas arrêté de s'exprimer sur tous les réseaux sociaux contre le droit à l'avortement. Merci. Normalement, on devait s'arrêter. Tiens, je suis infirmière à la maternité de l'hôpital Tenon et je suis membre de
terminé la pièce, on s'arrête. Non, non, tu assieds-toi. Ah, de l'UMAS. Attends, assieds-toi d'abord. Le 8 mars, c'est une journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mais on ne peut pas lutter pour les droits des femmes si on ne lutte pas contre les violences que nous subissons chaque jour dans notre vie. Merci. Il faut se le dire, se battre pour nos droits, c'est aussi se battre contre les violences. En France, chaque année, 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. Et tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups. Et aujourd'hui, nous pensons particulièrement à notre collègue, aide-soignante, 38 ans, assassinée le 19 février dernier par son conjoint. Plus jamais ça, plus jamais l'une d'entre nous ne doit mourir. Pour nos collègues, la PHP doit mettre en place tout de suite la possibilité de jours d'autorisation d'absence sans certificat médical pour pouvoir faire des démarches quand on en a besoin. L'accès d'urgence aux logements sociaux à PHP, la possibilité de changement de poste et surtout un accompagnement pour nos collègues qui sont victimes. Il faut que cela cesse. Nous devons éradiquer les violences faites aux femmes. Et pour cela, nous devons lutter contre l'impunité des agresseurs, mais surtout, nous devons obtenir plus de moyens pour accompagner les femmes victimes. À Thonon, les urgences centrales ont mis en place un protocole pour permettre le dépôt de plainte directement aux urgences. Mais il faut aller plus loin. Il faut que l'ensemble du personnel soignant soit formé sur ces questions-là, y compris aux urgences gynécologiques et obstétricales. Car de nombreuses violences débutent pendant la grossesse et perdurent en suivant. C'est donc le moment où nous pouvons les détecter et les aider. Aider les femmes, pas les violences. Je suis. Il faut que nous soyons formés pour détecter ces situations et que nous mettions en place des protocoles pour permettre aux femmes victimes d'être protégées. Et pour cela, il n'y a pas à tortiller. Il faut des moyens, car non seulement il nous faut des lits supplémentaires pour accueillir les femmes victimes de violences, mais il nous faut aussi des moyens en dehors de l'hôpital, pour qu'une fois qu'elle sort de l'hôpital, elle ne soit pas abandonnée. Il n'est pas acceptable qu'au bout d'un mois, on renvoie une femme à une situation de précarité ou à une situation de violence au prétexte qu'on ne peut pas l'aider différemment, autrement. Ce n'est pas acceptable. Nous devons nous battre pour obtenir des moyens. Nous devons assurer une vraie prise en charge sur ces questions pour toutes les femmes victimes. Et quand je dis toutes les femmes, on parle de bien de toutes les femmes, femmes et minorités de genre, personnes LGBTI confrontées à l'homophobie et à la transphobie. Nous luttons contre celles et ceux qui, par ailleurs, et par pur racisme, voudraient supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Et nous voulons un accès au système de soins gratuit pour tous et toutes. Enfin, en tant que soignante aujourd'hui, et en particulier en tant qu'infirmière en maternité, je ne peux pas commencer cette manifestation sans une pensée forte, une solidarité forte pour les femmes en Palestine. Ce n'est pas possible ce qui se passe en Palestine, à Gaza en ce moment. Les femmes y sont confrontées à un manque de produits d'hygiène, à un manque d'accès à l'eau. Elles doivent accoucher sans antalgique, elles subissent des césariennes sans antalgique à vif. C'est une horreur, ce sont des conditions effroyables. Il faut obtenir un cessez-le-feu maintenant, ce n'est pas négociable. Merci. Un cortège de la communauté juive aujourd'hui, ce jour de manifestation pour la journée du droit des femmes. Qu'est-ce que vous demandez concrètement et quels sont vos principaux slogans que vous pouvez scander aujourd'hui dans les rues de Paris?
Aujourd'hui, on intervient, donc c'est le collectif Nous Vivrons qui a organisé ce cortège. Je suis Céline Attal du collectif 7 octobre et on est en association avec Agir Ensemble et on est aujourd'hui les 3 associations dans ce cortège. Aujourd'hui, on est là pour parler des otages femmes israéliennes qui sont aujourd'hui aux mains du Hamas. 14 femmes sont encore aux mains du Hamas aujourd'hui. Donc on est ici pour porter leur voix, pour rappeler effectivement que leurs droits sont bafoués aujourd'hui, que le Hamas doit être condamné pour cette situation. Et donc voilà, on porte la voix des otages aujourd'hui, on est ici pour elles, pour les représenter, pour porter leur voix. En tête de cortège, il y a une délégation palestinienne qui demande que les femmes palestiniennes soient sécurisées. Si vous les rencontriez, qu'est-ce que vous auriez aimé leur dire ou échanger avec elles? Je leur dirais que la situation aujourd'hui qui existe à Gaza, elle n'existe seulement qu'en raison de la prise d'otage qui a eu le 7 octobre, que cette prise d'otage est sans précédent dans l'histoire depuis la Shoah, et que la situation des femmes palestiniennes aujourd'hui à Gaza, ils sont eux-mêmes pris en otage par le Hamas, et si on faisait front commun contre le Hamas, peut-être qu'on aurait plus de voix aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? Qu'elle se bouge. Qu'elle se bouge pour les femmes israéliennes, qu'elle se bouge pour rappeler qu'Israël est une démocratie et qu'aujourd'hui, le 7 octobre est sans précédent et qu'il n'y a même pas matière à discussion et qu'aujourd'hui, des choses qui peuvent être débattues ne peuvent pas l'être. Le 25 novembre, à Nation, vous n'aviez pas pu manifester, c'est plus simple aujourd'hui? Tout à fait, on s'est battu. Le 25 novembre, on a été retiré, on a tout simplement été écartés. On n'a pas pu intégrer le cortège. Aujourd'hui, on s'est battu face à 50 associations féministes, dont une grosse partie est quand même pro-palestinienne, pro-Gaza. On n'est pas les bienvenus, c'est sûr, mais en tout cas, on a été acceptés. On est aujourd'hui dans ce cortège et on est fièrement dans ce cortège et on représentera les femmes otages et dans ce cortège et pour les jours et les semaines à venir, jusqu'à leur libération. Et soyons utopistes, si tout le monde manifestait pour les femmes ensemble, je sais que ma question va vous paraître saugrenue, mais est-ce que ce ne serait pas un beau symbole, une belle marque, je ne pas dire bien pour les femmes, hein, que tout le monde se réunisse et parle d'une voix commune pour la cause des femmes, en général, en Israël, en Palestine, mais en général. Alors aujourd'hui aurait pu être un événement comme cela, mais malheureusement il y a des paramètres qui sont rentrés en ligne de compte au niveau de Gaza, où en fait Gaza ne reconnaît pas en fait la nécessité de mettre une priorité aux otages. Et si la question des otages est réglée, peut-être que d'autres discussions pourraient avoir lieu. La question de la trêve aujourd'hui et les questions qu'on pose sur finalement les accords, la trêve, etc. La question de la trêve ne peut pas se poser sans la libération des otages. C'est une condition sine qua non et prioritaire pour le monde entier. Donc autant pour la scène internationale que pour la communauté juive. Merci. Aujourd'hui, une journée du 8 mars pour le droit des femmes avec une teinte particulière pour la communauté juive. Expliquez-moi. Alors nous sommes là pour porter la voix en effet des victimes israéliennes des massacres du 7 octobre, pour porter la voix également des otages toujours détenus et notamment les femmes, parce qu'il y a entre 14 et 19 otages qui sont toujours détenus à Gaza par les terroristes du Hamas. Nous savons, parce que dès les premiers jours, les terroristes ont bien documenté leurs exactions, mais nous savons aujourd'hui sans le moindre doute, grâce au rapport de l'ONU, que les femmes particulièrement ont été victimes de violences sexistes et sexuelles, de viols, de mutilations. Notre place dès lors pour porter leur voix est parfaitement légitime dans ce cortège. Nous en sommes extrêmement fiers parce que nous avons été officiellement comptés parmi les participants de cette marche et par voie de conséquence, les femmes israéliennes participent aujourd'hui du combat commun des femmes dans leur combat universaliste. En tête de manifestation, des collectifs palestiniens demandent la mise en sécurité des femmes palestiniennes dans la bande de Gaza. Si vous les croisiez, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Je leur dis que moi je suis parfaitement en phase avec cette question-là. Je suis bouleversée par la situation à Gaza. Les femmes, les enfants, la situation nous préoccupe énormément. Néanmoins, je voudrais leur dire, parce qu'à eux, je ne sais pas si vous leur avez posé ces questions-là, de savoir s'ils sont pour la libération immédiate des otages, sans condition, c'est très important, parce que nous sommes préoccupés par la situation à Gaza. Pour autant, parler des femmes israéliennes n'anéantit aucune autre cause. Et parler des femmes israéliennes dont on sait qu'elles ont été victimes des violences que tous ces autres collectifs viennent dénoncer de la même façon, nous sommes là pour ça, nous portons leur voix. Nous portons leur voix et voilà ce que je voudrais dire à ces collectifs-là, c'est que les combats des uns n'excluent pas ceux des autres. Je suis très bouleversée par ce qui se passe à Gaza et les femmes, je suis également tout
d'autant bouleversée, j'aimerais que tout le monde le soit, par les femmes qui sont aujourd'hui toujours otages des terroristes du Hamas, qui sont sujettes, qui sont l'objet de viols quotidiens, parce qu'on sait que c'est le mot d'ordre qui avait été donné par le Hamas. Voilà, j'aimerais qu'on se rejoigne sur ce sujet-là. Et pourquoi pas, imaginons aller sur une autopiste, une manifestation réunie l'année prochaine, lors du prochain 8 mars, si les choses se sont apaisées, si les otages ont été libérés, est-ce que ça pourrait être envisageable? Est-ce que ce ne serait pas finalement le plus beau des symboles? Écoutez, moi je pense déjà que notre présence aujourd'hui est une réelle avancée parce que nous venions avec le même mot d'ordre de soutien aux femmes israéliennes, aux otages israéliennes le 25 novembre lors de la journée contre les violences faites aux femmes. Nous avons été non seulement exclus de la participation officielle, mais aussi empêchés physiquement de participer, de marcher. Aujourd'hui, nous avons fait un énorme pas, c'est une grande fierté d'être là aujourd'hui, parce que les femmes israéliennes, par notre présence officielle, nous faisons partie des participants officiels, les femmes israéliennes font aujourd'hui participent du combat de toutes les militantes qui marchent aujourd'hui, universalistes, et c'est très important pour nous que nous fassions partie de cet élan de solidarité pour les femmes du monde entier. Merci. Femmes otages, libérez-les! Femmes otages, libérez-les! Femmes otages, libérez-les! Femmes otages, libérez-les! Juifs touchés, tous condamnés! Juifs touchés, tous concernés! 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 Nous sommes tous les Israéliennes! Nous sommes tous les Israéliennes! Nous sommes tous les Israéliennes! Nous sommes tous les Israéliennes!
l'inscription définitive de la loi sur l'IVG par le président de la République et le garde des Sceaux. Votre réaction tout simplement sur cet événement? C'est une réaction d'une immense satisfaction parce que c'est une vraie victoire. C'est une vraie victoire et c'est aussi un message pour une organisation comme Oxfam qui est présente dans 90 pays du monde. Avoir la liberté de disposer de son corps, de pouvoir faire ses choix, c'est une valeur fondamentale. Donc c'est un message qu'on envoie aux femmes qui meurent toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin dans le monde. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui m'ont dit c'est pas un totem, il faut être très vigilante. Il y a tant de choses à faire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est justement dans l'action pour l'égalité des femmes et des hommes dans notre société? Alors c'est évidemment pas un totem, il faut toujours rester vigilante, mais il faut aussi qu'il y ait les moyens maintenant. Les moyens pour que l'IVG soit vraiment d'un accès facile et normal pour toutes, mais aussi de pouvoir être au rendez-vous sur d'autres sujets qui sont essentiels comme l'égalité de rémunération. On est encore une inégalité qui est absolument inacceptable en France, comme le fait d'évaluer les politiques publiques au regard de ce que ça crée comme inégalité femmes-hommes, et puis évidemment la lutte contre les violences. Du coup, une égalité pour l'avortement qui est de moins en moins le cas. Les centres d'avortement pâtissent de la politique, on peut le dire, de saccage de l'hôpital public. Comment est-ce qu'on règle ça? On règle ça avec des moyens, c'est très simple, avec les moyens donnés à tous les services hospitaliers, avec la place donnée aux sages-femmes, avec la volonté politique qui se traduit dans les actes. Donc maintenant, c'est pas le dogme du gouvernement, hein, ils vont pas dans ce sens-là. Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, les moyens de l'hôpital public sont très défaillants, mais ce combat, il se poursuit, et il va se poursuivre, et il va s'appuyer sur ce qui est dans la Constitution, parce qu'une fois qu'on a mis l'IVG dans la Constitution, il faut que ça se traduise dans les actes. Donc je pense que toutes les féministes, et plus largement tous ceux qui sont attachés à ce que la parole publique et de la valeur seront au rendez-vous. En 2024, il est plus difficile pour une femme de pratiquer un avortement qu'il y a quelques années. Ça dépend des endroits. Il y a une grande inégalité régionale dans l'accès à l'IVG. Il y a des endroits où c'est très compliqué, très difficile. Il y a des endroits où c'est plus simple. Et puis ça varie. Donc ce qu'il faut, c'est simplement faire en sorte que ce soit d'accès facile pour toutes, partout. Donc pour votre organisation, de la vigilance sur les politiques qui seront menées dans les mois et les années à venir. C'est une spécialité d'Oxfam. Nous, on aime bien les paroles, mais on aime surtout les actes et on vérifie les actes et on vérifiera les actes. Merci.
Juste le planquer là-bas et mettre les freins sur Oui, je suis là. Donc, nous saurons rester vigilants si jamais à un moment ou à un autre, il nous si jamais... Mon corps, mon chant, et vers ta gueule. Mon corps, mon chant, et vers ta gueule. Mon corps, mon chant, et vers ta gueule. Mon corps, mon chant, et vers ta gueule.
lutte il y a quelques années, voilà. Mais bon, vous avez parlé de l'hôpital public qui est plutôt en déconfiture. La Macronie et le gouvernement précédent d'ailleurs ont décidé vraiment de sacrifier l'hôpital public. Donc forcément les interruptions volontaires de grossesse en pâtissent, les centres ferment. Vous l'avez dit, mais comment ça peut s'améliorer? C'est en tout cas pas le chemin que semble prendre la politique gouvernementale. Non mais complètement, mais de toute façon on sait très bien que c'est pas d'eux qu'on obtiendra des choses, c'est que par nous-mêmes, par nos luttes, par nos grèves, etc. D'ailleurs dans les hôpitaux il y en a aussi. C'est par rapport à l'IVG, mais c'est par rapport à nos conditions de travail et de vie en général, parce que attaquer notre classe et nos conditions de travail, c'est aussi attaquer l'indépendance économique des femmes, ça empêche de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. C'est tout un système que Macron y représente, mais c'est pas le seul, et contre lequel on lutte. Voilà, c'est pour ça que nous on est de toutes les bagarres et qu'on pense que la lutte féministe elle fait part entière de la lutte des classes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes m'ont dit qu'elles craignaient que l'action gouvernementale s'arrête un petit peu à cette inscription dans la Constitution de l'IVG. Est-ce que vous le craignez aussi? Est-ce que vous pensez que pour eux ça va être un totem, ils n'iront pas beaucoup plus loin alors qu'il y a beaucoup d'éléments à discuter, à demander, à changer dans notre société? Qu'est-ce que vous pensez? Bah évidemment, mais de toute façon, c'est quelque chose de symbolique, c'est comme Manouchian au Panthéon, voilà, c'est une symbolique du gouvernement qui mène une politique quand même qui a repris la politique de l'extrême droite. Donc oui, on n'est pas du tout